rehausser, mètre par mètre, la chaussée. Une opération qui coûtera cher, 55 millions de francs en tout, mais qui va constituer un atout touristique supplémentaire pour la ville, qui accueille des milliers de touristes handicapés chaque année, des personnes qui aspirent, elles aussi, à l'autonomie. Pour vous, les efforts qui sont faits ici vont dans le bon sens? Oui, ça nous permet d'être autonomes et de traverser et visiter la ville pratiquement tout seul, sans aide. Donc c'est ce qu'on recherche, puisqu'on veut être comme les autres, comme tout le monde. Certains secteurs sont déjà terminés, comme la mairie, désormais accessible de plein pied, pratique pour les handicapés, mais aussi pour les mères de famille, avec leur landau. Mais ne nous leurrons pas, malgré la loi, les efforts réalisés pour les handicapés dans les villes sont souvent symboliques. Un plan incliné par-ci par-là, mais peu de politique globale d'aménagement. L'exemple de Sarlat reste pour l'instant bien isolé. C'est bon, tu bosses. La preuve, à noter que dans un sondage publié ce matin par notre confrère Le Parisien, seuls 36% des handicapés français trouvent que leur situation s'est réellement améliorée dans les 10 dernières années. Le Michelin 92 sort aujourd'hui, dur, pas de nouveau 3 étoiles pour les gastronomes et 56 rétrogradations. Il n'y a toujours que 19 3 étoiles en France. Par le jeu du cœur et par la ville du cœur, ce soir c'est Sarlat. Sarlat avec Olivier Théron. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Laurent et bonsoir à vous tous. Merci. Et bonsoir à vous tous, à vous toutes qui passez la soirée en notre compagnie. Nous sommes en effet à Sarlat ce soir. C'est la capitale touristique du Périgord. Alors quand je dis Périgord, bien entendu, vous êtes en droit de penser foie gras, de penser truffe. Saviez-vous que pour un Français sur deux, le Périgord est la région de France où l'on mange le mieux? Alors moi ce soir, on va peut-être un petit peu oublier ça et je vous propose un aspect de Sarlat complètement différent. Sarlat, il y a également un chiffre record. C'est en Europe la ville qui au kilomètre carré compte le plus de monuments classés. Et ça, vous pouvez le voir autour de moi, c'est absolument fabuleux. Nous sommes ce soir dans une ville qui est un écrin, qui est un bijou. Voilà. Alors parlons un petit peu des épreuves. Pour jouer avec nous ce soir, je tiens à le préciser, Vincent Ridinger, un technicien en aéronautique de 25 ans. Alors, nos épreuves. Tout d'abord, Jacou le Croquant. Vous le voyez, les plus jeunes, vous ne connaissez pas très bien Jacou le Croquant, mais vos parents vont pouvoir déjà commencer à vous raconter son histoire et vous allez voir, notre candidat va avoir bien du mal avec lui. Et puis, une calèche, plus exactement un omnibus d'époque qui date du milieu du 19e siècle, qui va nous permettre de nous faire une superbe promenade à travers les rues du vieux Sarlat. Et puis continuons dans les fêtes également, qui dit fête dans cette région dit tir à la corde, et puis dit mat cocagne. Le mat cocagne, vous le voyez, il est dressé devant nous avec un certain nombre d'enveloppes. Et puis voilà, il y a ça aussi, ce que vous venez de voir passer, ce carte-cross qui est passé à quelques centimètres de mes pieds, mais en effet tout va bien. Donc voilà, vous avez vu un petit peu ce qui va se passer. On se retrouve dans quelques minutes avec Vincent. À tout à l'heure. À tout à l'heure Olivier, à tout à l'heure Vincent. Et Sarlat donc en Dordogne pour le jeu du cœur. Première destination de cette soirée, les Pyrénées. Le mois de février est traditionnellement, pour beaucoup d'entre vous, le mois de la montagne. Parce que À Sarlat, dans le Périgord, on n'a pas boudé les monnaies européennes. Dans cette ville, on pouvait acheter en marques, en florins, en livres et même en francs. Résultat de l'expérience, des commerçants contents et des touristes étonnés. Dorothée Oliéric et Marcel Martin. Acheter du foie gras en livres sterling, payer en pesetas des fournitures scolaires ou donner des Deutschmark pour repartir avec un compact disque. Tout cela, c'était l'année dernière à Sarlat, le lancement d'une opération originale. Pourtant, les touristes ne se sont pas précipités dans les commerces avec leurs devises. Bien sûr, il y a eu quelques cas quand les banques étaient fermées, mais les commerçants continuent à y croire. Nous avons déjà commencé l'année dernière et ça a bien marché. Bon, surtout les week-ends où les étrangers se retrouvent démunis de monnaie française et où les distributeurs n'ont plus de billets. Donc ça leur permet quand même d'acheter tranquillement, normalement.
Pour les touristes, le change reste le moyen le plus simple. Ils préfèrent les traveller chèques au portefeuille bien rempli. Payer en devises, c'est bien, mais encore faut-il le savoir. À Sarlat, les touristes ignorent bien souvent cette possibilité offerte par la ville. No, You no, I don't didn't know? know. No. And what do you think about it? Oh, it's a good idea. Oui, c'est une bonne That's a good idée, idea. mais je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant, mais c'est bien. Si ça marche, cela me paraît super. Pourtant, Sarlat n'est plus la seule ville à jouer l'Europe. L'Aquitaine, les Pyrénées ont déjà repris le flambeau. Le maire ne veut pas parler d'échec, il faut du temps, explique-t-il, pour habituer le touriste. Pour lui, c'est un succès pour l'Europe. Je crois que sur le plan beaucoup plus général de l'européanisation, je dirais, un peu des esprits avant le grand marché unique de 93, je crois que pour nous, ça a été une très bonne chose parce que ça nous place un peu au rang des premières villes européennes, bien que nous soyons une commune relativement modeste puisque nous n'avons que 11 000 habitants. Sarlat voulait faire figure de cité européenne, mais il est difficile de vivre 92 quand 90 n'est pas encore achevé. Football, on jouait hier soir pour la 8e journée du championnat de France. Marseille, sous l'œil de Franz Beckenbauer, a battu le PSG 2-1. Résultat et commentaires avec Olivier Ray. Événement hier. Sarlat, un art de vivre. Un art de vivre dans un décor architectural exceptionnel, qui fait de cette cité médiévale de l'Aquitaine l'un des plus beaux espaces touristiques dans le monde. Sarlat, choisi par les plus grands cinéastes. Sarlat, capitale du Périgord noir, animée d'une vie culturelle riche et de qualité. Sarlat et sa gastronomie de réputation mondiale, qui fait appel à une grande diversité de produits locaux, rassemblés par ses agriculteurs, fiers de leur tradition et de leur savoir-faire. Sarlat, dont le dynamisme commercial a été cité en exemple, en acceptant toutes les monnaies européennes. Sarlat, avec ses 10 000 habitants, souhaite aujourd'hui conjuguer art de produire et art de vivre pour mieux relever les défis de demain. Le défi du Téléthon en faisant descendre dans la rue une de ses spécialités locales, l'oie rôtir. 5 par 5, une vingtaine d'entre elles ont effectué une course organisée sur la place de la Liberté, l'engagement étant fixé à 20 francs par concurrent. Bonnes filles, nos oies du Périgord, ont effectué tant bien que mal leur parcours, sans réel esprit de compétition, l'essentiel étant bien sûr de participer pour gagner une ration supplémentaire de maïs. De la table sans que cela vous obscurcisse le jugement. Exemple, le Périgord et la ville de Sarlat qui jouent délibérément la carte Europe. De la couronne danoise à l'escudo portugais en passant par la livre irlandaise, toutes les monnaies européennes sont désormais acceptées par une majorité de commerçants futés et les touristes bien sûr sont ravis. Le reportage est signé Catherine Fouillet, Bénédicte Banet. Sarlat, ville pilote. Désormais, les 11 monnaies européennes, autres que le franc, sont acceptées dans tous les magasins qui affichent ce logo sur leur vitrine. Une loi datant du 16 juin dernier autorise les commerçants à effectuer eux-mêmes le change des devises étrangères. Apparemment, ils sont ravis par l'expérience. Ok, n'importe quel client européen qui arrive dans le magasin avec sa monnaie du pays me la donne. En fonction de ce qu'il achète, je convertis sa monnaie en francs français, que j'encaisse, je lui rends la monnaie en francs français, et moi, vis-à-vis de ma banque, il me rembourse en francs français. Il suffit d'avoir le cours le matin, et en fait, pour ne pas se tromper, et c'est tout à fait simple. Je pense que nous faisons une première, il faudrait maintenant qu'en France, on se mette à l'heure de l'Europe, donc tout au moins toutes les grandes villes qui accueillent
un nombre important de touristes se mettre à participer à ce genre de transactions. Quant aux touristes, ils sont agréablement surpris par cette initiative française. C'est plus facile payant avec l'argent hollandais. J'ai changé de l'argent ce matin, mais si j'avais réalisé que je pouvais le faire en livres sterling, je ne l'aurais pas fait. En réalité, l'idée germait depuis longtemps dans la tête du maire adjoint de Sarlat. Les commerçants ont trouvé que c'était d'abord une tradition du Périgord, l'accueil, une tradition aussi pour Sarlat d'accueillir un tourisme international. Et c'est une bonne façon aussi d'essayer de faire rentrer un peu plus de devises étrangères, donc c'est une bonne action pour tout le monde. Les banquiers sarladais, eux, sont convaincus que c'est une bonne chose pour l'essor économique. Bref, à Sarlat, l'Europe fait l'unanimité. Première demi-étape du Tour ce matin, toujours Luxembourg. Une boucle d'un peu plus de 135 km sans difficulté notable. Un gros paquet de nuages s'évacue des frontières de l'Est, laissant place à un ciel relativement dégagé. Il s'agit d'une traîne peu active qui donnera au pire quelques averses parfois orageuses au nord et à l'est. Mais ce qui arrive de l'Atlantique a toutes les raisons de nous inquiéter, car une profonde dépression va engendrer des vents violents et peut-être même une nouvelle tempête à partir de ce soir sur les côtes bretonnes et atlantiques. De secteur sud-ouest, ces vents souffleront à 90 km/h avec des rafales à 120. La pluie sera aussi de la partie, alors prudence pour éviter les conséquences très lourdes du week-end dernier. À signaler cette fois une bonne nouvelle pour ceux qui partent à la montagne pour Noël. Des chutes de neige sont prévues vers 1200 mètres sur les Vosges, le Jura et les Alpes. Les températures sont à la baisse. Elles s'échelonneront cet après-midi entre 8 et 16 degrés du nord au sud. Ce soir, le soleil se couchera à 16h54 sur Paris. Aujourd'hui, nous fêtons les urbains. Et puis pour terminer, laissez-moi vous présenter cette jolie petite oie qui nous a été offerte par la mairie de Sarlat. Elle remplace avantageusement la grenouille en cette période de fin d'année puisqu'elle devient rose à l'humidité. C'est une oie hygrométrique. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. À Sarlat. Alors, des images de pluie, d'inondations. Je vous amène tout de suite dans le nord-est de la France avec la perturbation qui est passée hier. Eh bien, il y a... Ici, Sarlat, au cœur du Périgord noir et de la préhistoire, ces fabuleux mammouths. Salut Cognac! Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est donc la dernière éliminatoire d'Interville. Nous saurons à l'issue du duel de ce soir quelle est la ville qui rencontrera Nancy, à moins que Nancy joue contre Cannes, qui est pour le moment deuxième au classement. Le match de ce soir promet d'être fort beau. Il oppose deux villes fameuses. Il oppose Cognac, où se trouve en ce moment l'amiral Lux et la bergeronnette de Lyon, Simone Garnier, à Sarlat, où nous sommes, Claude Savary et moi, et qui est une ville admirable, qui présente la plus grande densité de monuments historiques classés à l'hectare, sans compter la préhistoire à laquelle Claude Savary a consacré tout un jeu. Eh bien, nous allons jouer très simplement, tout simplement, sans perdre de temps, mais d'abord, un échange de bons procédés, un échange de bons produits. J'imagine, mon cher Léon, que vous allez m'envoyer, et je le soupçonne, quelque chose cher à notre estomac, n'est-ce pas, Léon? Tout à fait, tout à fait. Alors, je vous envoie une spécialité de Sarlat. Sarlat, la perle du Périgord noir. Regardez, c'est formidable. Et on peut en manger sans prendre de kilos. Alors, attendez, je donne le micro à Simone pour pouvoir récupérer. Attention, attention. Guy, elle est tombée à vos pieds. La municipalité de Sarlat. Tonalité. Dans notre série, on vit une époque formidable. Cette initiative de la municipalité de Sarlat, déjà bien connue pour son foie gras et sa gastronomie, cette charmante ville de Dordogne a décidé d'abandonner l'éclairage public à l'électricité pour un éclairage au gaz. Mais attention, ce n'est pas le retour au traditionnel bec de gaz, il n'y aura pas d'allumeur de réverbère. Tout cela va se faire grâce à un système de régulation électronique. But de l'opération, financée en grande partie par Gaz de France, je cite, « mettre en valeur davantage les vestiges du passé grâce à une lumière plus chaude et plus intime ». Grandeur et servitude, le Stade de Reims a été placé aujourd'hui en liquidation judiciaire avec un passif de près de 50 millions de francs. Le Stade de Reims a été 7 fois champion de France et 2 fois finaliste de... Jacques, il va bien? Très bien, il est à l'humoriste,
Il est allé me rire, il a bien raison. Et Claude, quand elle est tournée. C'est ça? Comment? Ah oui. Ça, c'est bien. mon fils. Oui, mais après tout ça, il dit que son métier. Moi, je vous ai dit la première fois, dans les années 60, C'est ça? à Rabat. Rabat. Oui, c'est ça. C'est bon. Allez, on y va. Merci. ニューヨークとパリからさまざまな話題をお届けするコーナーなんですけれども、世界の三大珍味といいますとフォアグラ、トリュフ、そしてキャビアということになるわけですがね、そのフォアグラの本場フランスの産地をですね、安倍千代が徹底的に取材します。ですかね。美味しい取材ですねこれは。安倍さん。どうもすみません、おいしい取材でというわけで今回行ってまいりました。昨日もちょっとニューヨークでクリスマスのお話してましたけれども、そろそろフランスでも雰囲気が盛り上がってまいりました。フランスのクリスマスと言いますと、とっておきのワインととっておきのフォアグラなんだそうです。というわけで今回行ってまいりましたのは、パリの南西400キロほどのペリゴール地方というところです。動物壁画のラスコー洞窟があるところなんですけれども、先ほどの三大珍味の一つフォアグラとトリュフが特産品という食通の町でもあるんです。そうなんですよ。というわけで、取材してまいりましたのでご覧ください。フランスでフォアグラといえば最も有名なのがここ中部のペリゴール地方です。街を歩いていましても食料品店やレストランなどたくさんのガチョウの看板が私たちを迎え入れてくれます。いよいよ本場にやってきたなという感じがします。まずは食べてみなければわからないではないかと何かと理由をつけていろんなお料理を作っていただきました。まずはおなじみこのシンプルな前菜ですね。あとはステーキの上に乗せたもの、いろんな果物を添えたもの、あとはパイ側包みと、どれから食べようか迷ってしまうんですけれども、メシムシュー、これはqu'est-ce que c'est? C'est le petit chou farci avec le foie gras, les courgettes et la sauce au morille. Vous êtes dans la capitale? ここはフォアグラの里なんです。ここには質のいいフォアグラが十分にありますから、他から買う必要も全くありません。というわけで訪れたフランス最大のフォアグラ加工メーカールージュ社は1875年の創業。最高級のトリュフ入りフォアグラからレストランからの特別注文までフランスから輸出されるフォアグラの 45% を製造しています。ちょっとガチョウですね、これは。ちょっと待ってくださいよ。このデーンと現れたこれ、もしかして全部肝臓なのかしら？フォアグラ？です？大きい。この体からちょっとだって胴体の半分ぐらいありますよ、これ。フォアグラの市場は今15億フラン、345億円の規模です。現在フォアグラは需要がどんどん伸びてきているので、フランス国内の生産だけでは賄いきれない状況にありまして、輸入しなければならないのです。急激な需要の伸びに対応するため、現在はイスラエルをはじめハンガリーなど東欧諸国からの輸入が増え、その品質が問題になっているんです。輸入が増えることによる最も大きな危険性は、高級で高品質と言われているフォアグラがスーパーマーケットなどで悪い質のまま売られてしまうということです。あえて言えばフォアグラはあまり一般化してはいけない食品だと思います。 2020年にはフランス国内の生産だけでは賄いきれない状況にありまして、輸入しなければならないのです。 フォアグラはあまり一般化してはいけない食品だと思います。 2020年にはフランス国内の生産だけでは賄いきれない状況にありまして、輸入しなければならないのです。 フ
一方でフォアグラの製造法が動物虐待になるとして先日スイスで不買運動が起こるという事件もありましたよね。ギャバージュと呼ばれる餌の流し込み、これです。これが動物愛護の精神に反するというものなんですよね。いずれにしてもクリスマスを前にこの農園でも500羽のガチョウたちが2週間ほどのギャバージュの後、フォアグラになりまして家庭の食卓を飾るということなので、こうやってると可愛いんですけどね。このガチョウたちの運命と同じように今フランスのフォアグラ産業もちょっと曲がり角に来ているという感じなんですね。歩いてますよ。先ほどだけどフランス人の方がもうフランスのフォアグラは高級なものじゃなくちゃいけないって言い切ってたのが私結構印象的だったんですけれども、というわけでじゃーん、フォアグラです。これが先ほど申し上げましたトリュフ 6% 入り、だいたい日本円で4万円ぐらいですね、お店で買ってね。私たちとしてはもうちょっと安く手に入らないかな気もするんですけれどね。ちなみに先ほどのルージェ社なんですけれども、全輸出の 16% が日本向けで、これはもちろん第1位です。フランスではすごく高級なものとそうじゃないものが割とはっきり分かれてるんですけれども、日本は割とみんなそれぞれ程よく高級になりたいというのはこういうところにも出てるような気がして、安倍千代が食べてたペリゴールのフォアグラはうまかったのやっぱり。美味しかったです。それで一皿だいたい100フラン2500円ぐらいで、多分パリで食べる4分の1ぐらいだと思うんですけれども、本当に美味しかったです。だって6皿か7皿全部食べちゃったんですか？はい、しばらく胃がもたれましたけど美味しかったです。そうですか。すみませんでした。でも私はやっぱりフォアグラよりあん肝の方がいいかも。あん肝ね、熱燗であん肝。いいですね。それでなんですけれども、ニューヨークから最新のトレンド情報、ニューヨークでこれから流行りそうなグッズ特集。Alors, on est content de vous avoir parce que vous allez être l'invité d'honneur d'un festival, le festival du film de Sarlat, qui va commémorer les 40 ans de Fanfan la Tulipe. Oui, c'est le film qui a fait commencer ma carrière dans le monde et pas simplement en France. Alors justement, on va prendre un grand plaisir à vous revoir dans une scène désormais mythique du cinéma avec Gérard Philippe. Regardons. Tes amours profonds. C'était un film où vraiment il y avait une atmosphère d'amitié, de joie. Et cette fois-ci, à Sarlat, le maire a eu une bonne idée, oui, de toute la ville fêtera les 40 ans des Fanfan la Tulipe, et même les enfants, ils vont s'habiller comme Fanfan. Ça va être très drôle. Donc ça reste magique. Oui. J'ai employé le mot tout à l'heure, le mot mythe. Après Lionel Jospin à la tête du PS, il y a eu Pierre Mauroy qui parle aujourd'hui de sévère défaite pour son parti et qui a comptabilisé les dégâts dans sa région d'origine, le Nord-Pas-de-Calais. Autre ravage dans le sud-ouest avec notamment l'échec de Roland Dumas en Dordogne, largement devancé par son adversaire Jean-Jacques de Peretti, 21 points à rattraper. Reportage de Jean-Yves Brault. En Dordogne, le très mauvais score de Roland Dumas à Sarlat fait figure de défaite emblématique. Sa journée avait d'ailleurs mal commencé, car il avait oublié sa carte d'électeur qu'il a dû remplacer par son passeport diplomatique. Monsieur le ministre, le sort en est jeté. Mais le sort, aidé bien sûr par quelques milliers d'électeurs, a largement préféré son adversaire de l'opposition, Jean-Jacques de Peretti, qui le distance de presque 21 points. Un échec cuisant qu'il n'a pas voulu commenter et qu'analysent ses challengers. Donc il y a à la fois l'homme qui a cautionné la politique menée par le gouvernement et aussi l'élu local qui n'a pas sans doute répondu à tous les espoirs qui étaient placés en lui. On ne peut plus être représentant d'une circonscription, être député, même si l'on devient ministre, et revenir 5 ans après et essayer de faire campagne 4 semaines avant. C'est sûr que la promesse hâtive faite avant ce premier tour d'un scanner pour l'hôpital de Sarlat, financé par une fondation syrienne, n'a pas eu l'effet escompté. Et aujourd'hui, même avec le désistement du candidat communiste et un éventuel report de voix écologiste, l'ami de François Mitterrand a peu de chances de conserver son siège de député. Et puis on pourrait multiplier les noms de ministres importants qui se retrouvent dans une situation des plus difficiles, à l'exemple de Michel Blanquer. Des rigolos. Waterloo, 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 morne plaine, comme une onde qui bout dans une urne trop vide. On peut dire, les copains, que c'est un sacré bide. Oh, combien de rocards, combien de sigolènes,
qui sont partis joyeux au début de la semaine, dans le raz de marée, se sont évanouis. C'est le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. C'est le petit bout de la queue du chat qui passait par là. Qu'est-ce qu'il raconte? Pauvre langue de chèvre, fais pas attention, il délire. Il a été sévèrement touché à Blois et c'est même pas sûr qu'il s'en sorte. Quel carnage épouvantable! Ah, sire, comme vous avez bien fait de ne pas vous mêler à la bataille. Eh ben, je peux pas, j'avais un golf. Et le général Sapin? Mort. Et le maréchal Fraîche? Abattu dans le dos par un des nôtres, le traître Sommade. Et il te parle pas de tous les blessés graves. Auroux, Nallet, Hervé, Sarre, tous tes maréchaux, mon pote, dans un état presque désespéré. Oh, et mon petit Dumas? Eh, ton petit Dumas, il passera pas la semaine. Mais c'est épouvantable. Rendons hommage à tous ces braves. Faites venir la pleureuse. Ouh, je suis triste. Nous n'avons pas mérité ça. Ayez pitié de nous dimanche prochain. Que toutes les forces se rassemblent. Ne laissez pas la droite nous submerger. Cachez-vous, sire, il vous cherche. L'ennemi est partout. Ils ne mourront pas. Hé, Black Jack, il est là, regarde, Black Jack, il est là. Raté, encore raté. Bon, il faut se ressaisir. Où en sont les troupes écolos? Oh, c'est une catastrophe. Comme toujours, ils se sont mis au milieu de la bataille sans armes et sans vouloir prendre parti pour personne. Ah, et alors? Alors, ils se sont fait taper sur la gueule par tout le monde. Oh là là, qu'est-ce qu'on a pris? Chez nous, c'est bien simple, il n'y a que des morts. Même moi, je devrais pas être là. Je suis mort. Ouais, t'es peut-être mort, la gonfle, mais ça t'a pas empêché de traiter Quilès de fripouille, hein? Oui, mais ce matin, je lui ai envoyé une lettre d'excuse, en retirant tout ce que je lui avais dit. Est-ce que ce serait pas une manie chez toi de faire le lendemain le contraire de ce que tu dis la veille? C'est vrai, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il s'en excuse, hein? Oui, bon, il faut quand même que je remonte le moral des troupes. Hein? Nobles combattants de gauche, vous avez encore une semaine difficile à passer, mais dimanche prochain, à partir de 20h, la plupart d'entre vous pourront se reposer tranquille, dans la sérénité et la paix retrouvée. Tu trouves ça rassurant? Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise, hein? Oh, tiens, revoilà la pleureuse. Conflans, ma ville, mon siège, mon Big Bang, Conflans. C'est curieux, quand je vois Rocard pleurer comme ça, j'ai du mal à être triste. Hein? C'est bizarre, hein? Rocard a perdu. Qui c'est qui l'a dans le baba? C'est le petit Rocroa. Qui c'est qui l'a dans le dos? C'est le petit Roro. Oui. Un scanner à Sarlat, un scanner dont le ministre Roland Dumas avait annoncé le financement par la Fondation TLAS à hauteur de 9 millions de francs environ. Le problème est que la présidente de cette fondation est la fille du ministre syrien de la Défense et qu'un certain nombre d'intellectuels comme Bernard-Henri Lévy se sont indignés. Cela dit, ce n'est pas le seul sujet de conversation dans cette circonscription très attirante à tout point de vue du Périgord. Reportage de Geneviève de Cazaux et de Jean-Yves Gros. Roland Dumas n'avait vraiment pas besoin de cette affaire de scanner. Il est quelque peu boudé par ses électeurs qui lui reprochent de négliger sa circonscription pour cause d'affaires de l'État et d'affaires internationales. Sur cette terre sarladaise où le cœur est à gauche, il est affaibli encore par deux candidatures sauvages. Le candidat Roland Dumas s'est donc laissé aller à des promesses électorales. L'hôpital de Sarlat attendait depuis très longtemps un scanner, donc il aura son scanner. Tollé dans une campagne jusque-là morose, le scanner annoncé, 8 millions de francs, serait généreusement offert par la fondation TLAS. Le rapprochement est vite fait avec une amie de Roland Dumas, Nahed Hodje, la veuve d'Akram Hodje, le milliardaire et marchand d'armes saoudien. Madame Hodje est aussi la fille de Mustafa TLAS, le ministre syrien de la Défense.
Une corrélation pour le moins gênante que ne manquent pas d'établir les adversaires de Roland Dumas. J'aurais simplement souhaité qu'il le fasse avant, parce que c'est pas 3 semaines avant le premier tour, alors qu'il a été élu ici pendant 5 ans et 12 ans en Dordogne, qu'on monte des opérations comme ça, ou alors ça paraît un peu comme douteuse. Le coup électoral, je trouve ça dérisoire. Même dans le propre électorat de Roland Dumas, il considère qu'il y avait mieux à faire pour créer un peu d'espoir. Volte-face du ministre embarrassé par l'ampleur de la découverte. Si cela pose un problème, le maire de Sarlat, en tant que président du conseil d'administration, il n'y a qu'à refuser purement et simplement. Et je pense que le scanner ira facilement dans d'autres endroits qui sont déclarés déjà preneurs. Ce scanner, l'hôpital de Sarlat dit en avoir besoin, et peu importe d'où vient l'argent. Mais selon le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, ce financement ne pourra intervenir avant plusieurs mois. À ce moment-là, les élections seront déjà passées depuis longtemps. Du côté des sondages, dans le Louis Harris Valeurs Actuelles, l'opposition RPR-UDF gagne 3 points avec 40% d'intention de vote. Le PS perd 1 demi-point, 19%. Les écologistes reculent de 2 points, 15%. Le PC en perd 1 à 8% et le Front National. On va aller rejoindre Roland Sicard à Marseille, d'entendre quelques résultats avec Guarlet. Oui, un premier résultat qui concerne Roland Dumas en Dordogne. Le ministre des Affaires étrangères obtient 22% des voix au premier tour, alors que son adversaire, Jean-Jacques de Peretti RPR, 43,3%. Donc même si l'on ajoute les voix obtenues par le candidat communiste, 17%, je pense qu'il sera extrêmement difficile pour M. Dumas de conserver son siège en Dordogne. On va aller à Marseille, simplement une indication en ce qui concerne... De Alain-Paul Bonnet. Pour l'heure, les cadras de la Dordogne rejoindront les 480 députés RPR, UDF, les 70 socialistes et les 25 communistes. Une lourde défaite dont le symbole a été la chute de Roland Dumas en Sarladais. Il a souffert d'un mauvais report des voix écologistes et sa candidature n'a pu mobiliser les voix des abstentionnistes. Un tour d'horizon d'une soirée électrique en Sarladais qui a vu la victoire sans bavure de Jean-Jacques de Peretti. Chronique sarladaise de Nicolas Sanson et Rémi Rosier. Il est 20h30 à Sarlat, c'est officiel. Jean-Jacques de Peretti est le nouveau député de la 4e circonscription. Triomphe et émotion. Je crois que ce soir, c'est la victoire qu'il faut fêter. Et je crois que nous allons la fêter entre nous. Vous voyez, il y a beaucoup d'amis qui sont autour, qui m'ont apporté leur soutien. Je crois que c'est leur victoire avant tout, parce que c'est jamais la victoire d'un homme ou d'une équipe, même quand on est deux avec Dominique Bousquet. Et je crois que c'est cette victoire ce soir qu'il faut fêter. Qu'est-ce qui vous a fait gagner à ce second tour ? Je pense que c'est notre démarche qui était une démarche pour le Périgord. Nous n'avons pas cherché à politiser, nous ne sommes pas engagés dans les tractations. Nous avons essayé de dire la vérité et d'avoir une démarche honnête. Et je constate que dans un certain nombre de cantons, et notamment dans le canton de Saint-Pierre-de-Chignac, j'ai la majorité absolue, qui était le canton de mon principal adversaire, puisque vous voulez que j'en dise un mot, M. Dumas. Je crois que la fidélité en politique, l'honnêteté, le travail, ça paye beaucoup plus que toute autre chose et que tous les slogans qu'on peut inventer. Écoutez, la première tâche, ça va être de réunir l'ensemble des décideurs, notamment au niveau de la région et du département, et bien sûr les maires et les élus, pour essayer de voir quels sont les gros dossiers qui sont sur le bureau du député. Je crois qu'il y en a un certain nombre, et malheureusement, tous ces dossiers concernent de près ou de loin, mais plutôt de près, l'emploi. Conseiller municipal dans l'opposition à Sarlat en 88, Jean-Jacques de Peretti trouve la source de son ascension dans la division de la gauche. Maire de Sarlat, conseiller régional et général, le voici député avec 55,01% des suffrages. Du côté de la permanence de Roland Dumas, l'ambiance était bien différente. Même si on s'attendait à la défaite, les sympathisants sont déçus. 44,99% des voix, le score apparaît comme un véritable échec, qu'on explique ici aussi bien par l'effondrement national de la gauche que par les retombées négatives de différents dossiers sensibles comme l'agriculture. Mais pour Roland Dumas, il s'agit maintenant de repartir sur de nouvelles bases. Je voudrais tout d'abord, par votre intermédiaire, mesdames et messieurs, remercier toutes celles et tous ceux qui, au cours de cette campagne des élections législatives, nous ont apporté leur suffrage et qui sont nombreux. Je les remercie parce que dans la tourmente,
ils ont, comme l'on dit vulgairement, tenu le coup et ils constituent dans ce département un socle solide. Socle à partir duquel nous allons, pour les prochaines consultations électorales, pouvoir reconstruire et rebâtir. Ces consultations électorales sont prévues sur 2 années. Elles commenceront l'année prochaine. Il faut donc que le Parti socialiste, avec ce qu'il représente, ce qu'il est, ses hommes et ses femmes, et toutes les personnalités qui l'accompagnent, se préparent à cette reconstruction. J'ai apporté bien évidemment beaucoup de soins à la politique étrangère de la France. J'aurai un peu plus de temps libre et de ce fait, je travaillerai davantage avec mes amis du département et de la 4e circonscription de la Dordogne et en particulier à Saint-Laurent-sur-Maloire pour lesquels nous avons de très bons projets, de très beaux projets et qui m'a renouvelé sa confiance aujourd'hui. Regardez les chiffres de façon éclatante. Sarlat passe donc à droite par rapport aux législatives de 88. On constate une inversion des pourcentages, avec cette fois-ci l'avantage pour Jean-Jacques de Peretti. Et puis pour terminer, la presse du Périgord s'est faite l'écho bien sûr de cette victoire du RPR. Alors si vous n'avez pas lu les journaux, eh bien Jean Bonnefond l'a fait pour vous. Le quotidien périgourdin, l'ADL, titre sur le carton plein du RPR et le carré droit, représentant les 4 candidats élus, la victoire sans partage de Yves Guéna et la solitude de Roland Dumas, l'ami du président. La rue Wilson, c'est le siège du RPR, un salut bien gaulien pour Yves Guéna. La foule au rendez-vous de la victoire, c'est à Sarlat et Bernard Biolac et son fils, philosophe finalement, Bernard Biolac. Daniel Garrigue également dans la Dordogne libre, ainsi que Frédéric de Saint-Cernin, entouré de ses supporters. Pour le quotidien communiste, l'Écho Dordogne, le PC et le pôle de résistance, avec beaucoup de résultats nationaux, une déclaration de Georges Marchais et puis les personnalités battues, Roland Dumas encore et Michel Rocard. Pour Sud-Ouest, le triomphe reste maintenant à gérer et Sud-Ouest nous propose un tour des 4 circonscriptions. François Roussel à Neuvic, Daniel Garrigue à Bergerac avec ses supporters, Frédéric de Saint-Cernin et son épouse. Sud-Ouest revient sur l'émotion de Jean-Jacques de Peretti. Et puis, pour la bonne bouche, ce dessin original d'Alain Carrier. Il représente le président Mitterrand qui dit « Si la droite revient, je reste pour sauvegarder les acquis sociaux et Acquis TV, hein, pour acquis de conscience. » Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout merci à tous ceux qui ont travaillé pour que vous puissiez avoir donc ces images. Dans un instant, la météo et puis Mémo Sport, c'est avec Patrick Saligné. Bonsoir. Commençons bien sûr en Dordogne, à Sarlat, par la défaite du ministre des Affaires étrangères, M. Roland Dumas, avant de rejoindre sur place Marie-Odile Pagnès. La réaction de M. Dumas. On me demande, est-ce que le président de la République laissera le gouvernement gouverner? Cela travailler aux côtés de François Mitterrand à partir de demain. Je poursuivrai mon action politique, d'abord localement, mais aussi sur le plan national. Il ne faut pas perdre de vue que, au-delà de cette tempête, le Parti socialiste reste quand même le 2e parti de France. Et que même quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit qu'au plus haut de l'étiage, dans les années 36 d'avant-guerre, il n'atteignait pas ce niveau. Donc je voudrais redonner confiance un peu aux socialistes. J'entends ici et là des propos qui me semblent un peu, évidemment, refléter la situation d'aujourd'hui. Alors il y a un socialiste... Mais si les socialistes deviennent... Non, mais je vous en prie, laissez terminer sa phrase. Plus résolu, le sursaut reviendra, croyez-moi bien, il reviendra très vite. Nous avons pendant 2 ans une série d'échéances électorales, il faudra bien y faire face. Alors il y a un socialiste qui est en train de vous écouter, c'est Jean-Pierre Chevènement, qui se trouve à Belfort. Bonsoir Monsieur Chevènement. Et bonsoir Monsieur Séguin qui nous rejoignait sur ce plateau. Alors Monsieur Dumas, vous êtes très proche de François Mitterrand. À votre avis, comment réagit-il ce soir au résultat? Je ne peux pas me substituer au président de la République, vous aurez l'occasion de lui demander, d'autant que je suis éloigné de Paris. Alors vous-même, quel est votre sentiment sur ce qui se passe dans le pays? Eh bien, écoutez, j'ai le sentiment que l'Assemblée nationale est élue conformément aux prévisions et aux indications du premier tour. Elle est légitime dans sa constitution, mais elle n'est pas représentative de la réalité politique du pays. Trop de forces qui existent dans le pays, on vient d'entendre à l'instant les écologistes, ne seront pas représentés du tout à cette Assemblée nationale, mais elle est légitime. Voilà, alors il faut qu'elle gouverne et je souhaite pour mon pays qu'elle gouverne bien. Dans le domaine qui est le mien, par exemple,
dont je me suis occupé pendant près de 10 ans, la politique étrangère, je souhaite que les orientations qui ont été prises ne soient pas compromises, que la construction de l'Europe se poursuive, que l'arc franco-allemand ne soit pas entamé, que la France soit active sur la scène internationale, à l'ONU, au Conseil de sécurité, qu'elle éclaire les pays de l'ex-Union soviétique sur leur chemin qui les conduit vers la liberté, etc. Donc je souhaite que les choses se passent de cette façon. Alors vous dites vous souhaitez, mais est-ce qu'à votre avis, de ce point de vue, la cohabitation pourra-t-elle aller jusqu'à son terme? Bien, on pose souvent la question d'une façon qui me paraît saugrenue. On me demande, est-ce que le président de la République laissera le gouvernement gouverner? Et cela me paraît évident. Le président de la République est gardien de la Constitution, il l'appliquera. Mais on pourrait aussi renverser les données du problème. Le gouvernement, tel qu'il va sortir de la nouvelle Assemblée, laissera-t-il convenablement le président de la République exercer sa fonction? Et la Constitution ou de nombreux textes définissent la fonction du président de la République dans le domaine de la défense, de la politique étrangère. Or, j'entends des clameurs ici et là, et il serait bon que ceux qui aspirent à gouverner précisent leur pensée à ce sujet. Merci, M. Roland Dumas. De toute façon, Philippe Séguin vous entend. Quel est votre sentiment sur le partage possible ou souhaitable des pouvoirs entre le chef de l'État et le Premier ministre? Je ne vais rien vous répondre de très original. Il y a une constitution, cette constitution doit être appliquée, cela va de soi. En ce sens, effectivement, comme le disait M. Dumas, le gouvernement doit pouvoir gouverner et le président de la République doit pouvoir exercer les prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, ça va de soi. Alors ça pose des problèmes, peut-être, probablement, dans deux domaines essentiels, sans parler des nominations qui sont le lot quotidien. C'est celui des affaires étrangères, c'est celui de la défense nationale. Je vois mal dans ces deux domaines comment échapper à un mode d'exercice du pouvoir partagé. Le gouvernement, dans ces domaines, ne peut rien faire contre la volonté du président de la République, et le président de la République lui-même ne peut rien faire contre la volonté du gouvernement. Roland Dumas? Oui, je pense que M. Séguin a fait bien le tour de la question. Il faudra que le Premier ministre définisse très exactement la façon dont il conçoit les choses, effectivement dans les domaines qui viennent d'être cités, y compris les nominations, le pouvoir d'un chef de l'État, du président de la République dans la Constitution de la 5e. Prenons un exemple de fond, l'Europe. On connaît vos positions sur l'Europe, M. Séguin. Oui, imaginons... Monsieur Amar, je vais vous apporter une information. Il n'est pas prévu que je sois Premier ministre. Non, mais vous ne voulez même pas devenir ministre des choux farcis, c'était l'expression de la semaine dernière. Vous ne souhaitez pas entrer dans le gouvernement? Non, je ne pense pas que ce soit souhaitable, effectivement. Non, mais imaginons que votre ligne sur l'Europe soit suivie. Allez, on peut rêver pour vous. Qu'est-ce qui se passerait entre le chef de l'État et le nouveau gouvernement? Dans les 2 ans qui viennent, il est possible qu'il ne se passe rien du tout, dans la mesure où je vois mal quelles seront les échéances qu'il y aura à affronter de ce point de vue. S'agissant de la monnaie unique, le calendrier est tel qu'on n'aura pas à se poser la question. Et aurait-on à se poser la question, les hauteurs où se trouvent, ou les profondeurs auxquelles se trouve le déficit budgétaire de la France, bien au-delà des 3% du produit intérieur brut, font que le problème ne risque pas de se poser pour nous avant longtemps. Roland Dumas, est-ce que vous allez travailler aux côtés de François Mitterrand? Je suis membre du gouvernement. En Dordogne, M. Roland Dumas est battu par Jean-Jacques de Peretti, RPR, 45-55, score aussi sans appel. Dans la 3e circonscription des Landes, Henri Emmanuelis sortant est réélu avec 54,3% des voix. Dans la 2e circonscription de Émergé Bernard Tapie, élu en revanche, c'était un score très attendu. On vient d'apprendre également que Alain Marceau, le juge Marceau, vient d'être élu, là où il se présentait dans le Limousin. Et puis un autre résultat très attendu, celui de Sarlat, où se présentait le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, face à Jean-Jacques de Peretti. Tout de suite, le résultat sec, s'il vous plaît, très rapide, Geneviève de Cazaux. Eh bien, d'après les estimations que nous avons, je peux vous dire que Roland Dumas serait battu et Jean-Jacques de Peretti élu avec 55% des voix. La participation a été très large ici, à Sarlat. À 80%, les Sarladais se sont déplacés. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous, Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères, battu. Lors de Breuil à Blois, sur une autre circonscription très attendue avec un ministre en position très délicate, Jacques Lang. Jacques Lang, l'un des ministres qui s'en sort. Battu en revanche le ministre François Doubin, nous l'avons dit.
et battu Bernard Poignant à Quimper. Un point définitif du côté de Sarlat, c'est-à-dire avec Geneviève de Cazaux pour Roland Dumas. Alors, donc, je vous confirme que Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat, est élu avec 55% des voix. Il a battu Roland Dumas. Et derrière moi, c'était l'explosion de joie tout à l'heure. Je vous donne d'autres résultats définitifs sur les Pyrénées-Atlantiques. André Labarrère, le maire de Pau, qui s'était mis en congé du Parti socialiste, est élu avec 51,24% des voix. Alain Lamassoure, UDF, est élu avec 59,63% des voix. Et François Bayrou, UDF, est élu aussi avec 61,23% des voix. Des résultats partiels maintenant, mais qui sont favorables pour Michel Alliot-Marie, RPR, 67% des voix. Et dans les Landes, Henri Emmanuelli, avec 54% des voix. Donc ça, c'est des résultats partiels pour le moment, mais assez significatifs. Ne donnez que les résultats définitifs, car il y a beaucoup de demandes. Du côté de chez Alain Amar, par exemple, non loin de chez vous, dans le sud-ouest, des résultats définitifs. Oui, un résultat essentiel, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Je vous confirme. Au ministère des Finances, les deux hommes se suivent et se succèdent habituellement. Important, Claude Évin battu à Saint-Nazaire, et puis tout de suite à Sarlat, Geneviève de Cazaux, la confirmation de l'échec du ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. Eh bien oui, Roland Dumas a été battu par le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti, qui a obtenu 55% des voix. Mais j'ai d'autres résultats à vous donner, notamment dans les Landes, où on observe un renversement de tendance. Sur les 3 circonscriptions détenues par le PS, 2 sont gagnées par l'UDF avec 52% des suffrages. Pour la 3e, Henri Emmanuelli garde son siège. En Dordogne, toujours, la première circonscription bascule. Le candidat RPR obtient 56,02% des voix. Dans la 3e circonscription, Frédéric de Saint-Cernin, RPR, est élu à 50,46%. Et c'est un duel très serré entre le candidat du PC et le RPR, puisque le candidat du Parti communiste a obtenu 49,53% des suffrages. Merci beaucoup Geneviève. Alors on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres parce qu'on a énormément de circonscriptions à donner, près de 500, et je voudrais qu'on s'occupe avec Jean-Pierre Pernaut justement des circonscriptions où se présentaient des ministres. Quels sont les élus, quels sont les battus? Alors les battus, Monsieur Sapin dès le premier tour, vous le saviez, et ce soir, Jean-Michel Bellé battu dans le Tarn-et-Garonne, Frédéric Bredin battu en Seine-Maritime, Michel Delbar battu dans le Nord, Roland Dumas battu en Dordogne, on vient de le dire, avec un peu moins de 45% des voix. Jean-Noël Jeannet, lui aussi membre du gouvernement, est battu, ainsi que François Loncle, Michel Vauzel et Kofi Yamian dans le Finistère. Les membres du gouvernement élus maintenant, Gilbert Baumet dans la 3e du Gard, Pierre Bérégovoy dans la Nièvre. L'alternance est là, nous sommes dans le purgatoire, si j'ose dire. Nous allons être dans l'opposition. Moi, ça ne me fait pas peur d'être dans l'opposition. Hein. C'est aussi le fonctionnement de la démocratie. Je crois que malheureusement, nous ne sommes pas très nombreux par rapport au rapport de force des voix. Bon, c'est dû au mode de scrutin, c'est dû au découpage de M. Pasqua. Bref, c'est dû à toute une série de choses qui fait qu'avec moins de 50% des voix, la droite va avoir près de 80% des sièges. Donc ça va nous donner beaucoup de difficultés, c'est vrai, pour faire une opposition. Se promener là, c'est le bonheur. On est vraiment, c'est merveilleux. Simplement, il faut aimer le foie gras, bien entendu, parce qu'il n'y a pas un magasin. J'ai l'impression que même chez les pharmaciens, on vend du foie gras. Car il y a des magasins où on vend du foie gras partout. On a peur de Et ça se voit que vous préparez l'été, hein. Vous êtes quelqu'un d'assez coquet, vous faites comme tout le monde votre petit régime pré-estival, et c'est vrai que vous êtes rentré avec le foie pas trop gras finalement. Vous. Non, ça a été parce que j'ai pas mangé de foie gras là-bas. Du tout. Pas trop couché non plus. Non, mais attendez, on a beaucoup bu, on a découvert un vin merveilleux dont je vais vous parler, on a tartiné de la rillette dans des endroits magiques, parce que Sarlat, je vais vous dire, je ne donne pas l'adresse, hein, mais je vais vous donner un nom, Sarlat, c'est essayer de trouver Jackie Porret. Il y a un bar tenu par un homme absolument miraculeux, où il y a 4 clients essentiels, sont un pharmacien, un hôtelier, le directeur de l'Envin à la retraite, et ces gens-là se réunissent tous les jours pour l'apéritif, ils boivent du vin, ils tartinent de la rillette, et c'est un magasin d'articles pour pêcheurs. Et quand vous rentrez là-dedans, c'est le bonheur. C'est le péché. Ces bistrots dont on rêve, dont on voudrait qu'il y en ait beaucoup plus en France, parce qu'il y a là une chaleur, de l'amitié, une vraie générosité. Je n'en dis pas plus, hein. Allez, partons à la découverte de l'architecture authentique de Mireille Pascal. Voilà, c'est là. Le bistrot, il est tout près de là, chez Jackie Porret. Je vous en dirai pas plus.
Je précise qu'à la fin de l'émission, on aura un Bergerac sec à découvrir. À découvrir. Il en reste déjà découvert. pas. Voilà, ça c'est la Mimi. Hein? Alors vous connaissez la règle du marché, bien entendu. Je sais que vous préférez y en avoir davantage, mais enfin pour le moment c'est ça. Les 2 sacs, je les garde et je les porterai parce que je vous aime beaucoup et parce que je suis galant. Alors nous sommes à Sarlat. J'allais dire une méchanceté, j'allais dire très jolie ville. Du moment qu'il y a une jolie ville, on pourrait espérer un beau marché. Or, nous avons tourné aujourd'hui mercredi et c'est le samedi que le marché est génial. C'est souvent le cas. On va faire malheureusement. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas moyen de faire venir les commerçants non sédentaires sur les marchés les autres jours que le samedi. C'est un cercle vicieux, ça ne se développera pas s'ils n'y vont pas. Alors, je suis intéressée par le coût. Ah bah oui, mais vous êtes dans la région, regardez. Oui. Là, c'est pour un beau coup, c'est un beau coup. Et ça va devenir un bon coup, je vous signale, car vous allez pouvoir goûter. Jamais on avait eu cette idée-là. Enfin, l'idée, c'est... Jean-Luc, vous savez que chaque fois que je reviens du sud-ouest, je vous dis, ah, si on pouvait leur montrer les demoiselles, ah, c'est tellement formidable, bon marché est bon. Tant pis, vous n'en trouverez pas à Strasbourg, ou alors il faut que vous trouviez un volailler qui ait la gentillesse de vous en faire venir, commandez-les à l'avance, mais c'est de la carcasse de canard gras. Canard gras, ça veut dire les canards avec lesquels on fait les foie gras, avec lesquels on fait les magrets, avec lesquels on peut faire des confits. Vous allez voir, je vais vous le montrer, cette carcasse. Oh là là là, ça va être cassé, cette affaire-là. Bah non, regardez. Même quand les fermiers vous vendez vos œufs, ayez des boîtes quand même. C'est bête de ne pas avoir ça. C'est décidé, j'ouvre une boîte. Avec ce qu'on appelle ici la parisienne, 4 belles tranches de tendron. Oui. Alors, vous avez vu la Mimi demande la parisienne. La parisienne, c'est tout bêtement du tendron de veau, mais on appelle ça du tendron de veau dans le sud-ouest. D'ailleurs, il y a des tas de régions de France où le même article, le même produit change de nom. 14 francs. Est-ce que vous avez un petit morceau d'abat de veau quelque part pour hacher? Oui, je vais vous donner un petit onglet de veau comme ça. Un onglet de veau comme morceau d'abat, alors que c'est délicieux, un onglet de veau. Il n'y a pas que le bœuf. Le boucher et sa bouchère, voilà un couple tel qu'on les imagine. Hein. C'est fleuri. Sans même la nettoyer, hein, ça. Sec. Je vais vous montrer tout à l'heure comment... Quelle intimité tout de même, partagez l'asperge, Jean-Pierre. Oui. Elle n'est pas bouleuse d'ailleurs, vous avez vu là. Ouais, c'est vrai. Elle ne renacle pas. Merci beaucoup. On va quand même les faire cuire un peu. Le bon sens revient. Quand c'est bon, on aime la quantité. Ah oui, ça fait 3 carottes par personne. Allez, voilà, donnez-nous ça. Un petit peu des navets. Non, moi j'aime autant les tout petits. Voilà. Il faut de l'oignon, des épinards, 2 têtes d'ail. On a mis des navets, la salade, épinards, pardon. Bon, alors, Sarlat le mercredi. 40, 50. Et 50. Ah, quand même, oui. C'est une belle architecture, hein, Mireille. On n'aurait pas plutôt intérêt à prendre un bout du talon de jambon. Ah oui, c'est très bien ça. C'est pas le pays du régime, hein, quand même, globalement. Hein. On voit que des images de trucs qu'on a envie de manger. Non, mais vous n'êtes pas obligé de manger de la tartine de foie gras. Regardez, oui, regardez ce que vous allez voir. Regardez ce que vous allez voir. Vous avez vu les ananas, mes enfants? Voilà, ça, c'est des ananas qui étaient vendus 10 ou 15 balles. C'est quand même pas tolérable que des marchands de légumes aient le culot de mettre ça sur un étalage, quand même. Faut pas exagérer. C'est le joli sourire. Oui. Les fraises sont en meilleure santé. Hein. Combien les deux? Moi, j'aimerais bien ramasser les fraises avec cette jeune femme. C'est la fraise de la région, ça, non? Ah, comment? Bah, évidemment. Voilà. Pensez bien que c'est Je peux pays de mettre la ce que j'ai fraise. besoin. Et suivant mes besoins, Pas amener de la fraise espagnole là-dedans. tout petit peu de céleri pour mettre dans mon pot-au-feu. Oui. Pas plus, hein. Surtout pas de céleri boule dans le pot-au-feu. C'est fini, il est assassiné. Ah, vous êtes rapide, hein, vous? Voilà. Donc, du point de vue compte, nous en sommes à 300. Oui, mais en fait, on va être en dessous. Hein. Ah oui, non, mais on va être pas de panique. Alors évidemment, le pruneau à l'armagnac, au vin, etc. Les beaux pruneaux d'Agen, on est dans la région, donc on y va à fond la caisse. Ça fait aller, oui, tout à fait, mademoiselle Agnès. Oui, les petits pruneaux pour lâcher le ventre, disait Molière. Vous m'avez dépensé combien? Montrez-moi votre petit chemin. J'ai dépensé 220 francs. Bon, c'est bien.
Ça va. Oui. Je pense que oui, parce que ce sont des bons produits. Et puis le quelque marché, chose c'est- d'original. Ouais. Le marché est très cher aujourd'hui. Alors, on s'embrasse quand même? Oh oui. Ça, c'est avec plaisir. Attention, la photo. Alors, vous voyez l'asperge. Oui, Jean-Pierre. Oui. Voilà. Alors, vous voyez, les asperges, on peut croquer, si on veut, le bout de la tête, si on veut se rendre compte, mais ce qui est important quand on les achète, c'est de regarder là, à l'extrémité, pour voir s'il y a encore un petit peu d'autre végétation qui apparaît. Si vous n'avez pas ça, si c'est vraiment trop sec, si ça commence à jaunir, c'est pas la peine de l'acheter. Vous allez avoir, il va falloir en enlever la moitié. Tout ça va devenir. Ça qu'on va chez le marchand de fruits et légumes et on l'opère en direct ou comment ça se Non, fait non, si vous avez un couteau, vous pouvez discrètement faire ça, vous regardez, vous voyez qu'il y a un petit peu de jus. T'as raison. Sinon, non, vous avez raison, effectivement. si vous regardez ça magasinier et va que être c'est content de voir vraiment avec un très couteau. sec comme ça, secouez-les lui laisser. Ouais. Type, il va être super Mérite rassuré. que ça. On arrive avec un couteau, bonjour, je voudrais 2 asperges, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai qu'il faut quand même savoir. Alors, 220 francs, c'est très correct, hein, 224,50. vous allez voir ce qu'on a acheté, 224,50. Et voilà ce qu'elle fait avec ça. Alors, pour le déjeuner du samedi midi, des asperges braisées. Elle les braise. C'est vrai. Mais oui, mais les asperges rôties, je n'arrête pas de vous dire que c'est délicieux. On les fait toujours bouillir. Mais vous pouvez les retourner dans du beurre sans même les avoir fait blanchir avant, avec des champignons. C'est la saison, vous pouvez trouver maintenant des petits mousserons, par exemple. Ça mélangé, c'est un régal. Tout ce qu'on trouve comme champignons sauvages ou même des champignons, pas de pleurote, je trouve que ça va pas ensemble. Mais avec du champignon de Paris, c'est délicieux. Parisienne, donc c'est ce fameux tendron avec des épinards, un gâteau aux noix. Je vous recommande si vous aimez ça. Gardez la recette pour l'hiver, parce que gâteau aux noix, c'est pas ce qui te fait de plus léger. Ah bah rien le n'est samedi léger, là, soir, un tourin à l'ail, c'est suivi léger. d'une omelette paysanne avec des cœurs de laitue aux noix. Je suis en train de perdre mon micro, mais je vais le mettre dans ma poche, On avait un ça va aller deuxième, très bien, voilà. Et des pruneaux tièdes à l'armagnac. Alors l'omelette paysanne, j'avais jamais vu faire ça, c'est-à-dire qu'elle sépare les blancs des jaunes, elle monte les blancs en neige très mousseux, pas dur, Pour alléger. elle mélange tout ça, et ça fait une omelette totalement légère, un peu comme une omelette norvégienne, si vous voulez, c'est le miracle, mais salé. Ensuite, une crème de volaille, ensuite une aigriette à l'aigre doux et les pommes saladées. Alors, voilà ce que c'est. Voilà l'engin. Ça, c'est la carcasse, c'est-à-dire que quand on a enlevé le paletot, c'est les magrets, les cuisses, et le foie, bien entendu, il reste ça. Alors, l'aiguillette, c'est... Vous voyez, voilà, ça vaut 15 francs les deux. C'est du cadeau, ça, hein, parce que c'est pas cher. Et regardez, quand on a enlevé l'aiguillette, ça, c'est le morceau magique, c'est le délice absolu, ça. Et alors, avec le reste, vous pouvez... Si vous avez un grill, vous mettez ça sur un grill, vous faites griller ça jusqu'à l'aller-retour, comme ça, et avec votre couteau, vous allez dépioter. C'est un truc de campagne. Quand vous êtes dans votre... Vous faites ça, c'est merveilleux. Faites pas ça dans une cuisine à Paris, mais à la campagne, vous n'hésitez pas, vous faites ça. Sinon, vous faites des consommés, des bouillons avec ça. Je vous raconte Avec la pas. carcasse entière? Mais oui, vous mettez ça dans de l'eau, ça vaut tout. Vous imaginez le goût qu'il y a de là-dedans. Tout ça, c'est plein de viande partout. Il y a de la peau, il y a... D'abord, on retire les aiguillettes quand même, j'imagine. Ah bah bien sûr, Oui, puisque même, vous ça allez serait les gâché, faire, mais oui. y a pas... Regardez tout ça, vous pouvez même ça, vous pouvez les faire revenir, vous voyez, ça c'est ce qu'on nous a fait, regardez ça quand Oh là ça là là, mitonne, et ça, comme c'est ça un braisé, miracle, ça. c'est le bonheur, On était ça. surpris par le zapping, même. Oui, Fraise d'accord. du Périgord, Oui. ensuite velouté à l'oseille, parce qu'on avait trouvé de l'oseille et on en trouve partout, c'est la saison, coudois farci. Alors vous voyez, vous prenez un coudois, tiens où il est mon cou? Ah bah, j'ai On aurait perdu. cru une autruche, tellement le coup était... Enfin bref, peu importe, Ouais. le coudois, voilà. Oui, mon ce que- cou. Vous l'avez là, regardez jeune homme là, perdez Mon pas la cou. main. Vous voyez, voilà votre truc. Là-dedans, vous allez farcir avec votre petit morceau de veau, de la chair à saucisse, vous allez rajouter du persil, de l'ail écrasé, etc. Et avec ça, vous allez vous rigoler comme un fou. Et vous allez le faire cuire dans le pot-au-feu, c'est-à-dire vous allez faire un pot-au-feu avec la carcasse. Demandez à vos volaillers de vous trouver une carcasse de canard gras et prenez... Quitte à la réserver à l'avance, un peu, ouais. Quitte à la réserver à l'avance. Ça